Bienvenue dans le premier épisode de Aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain, réalisé par la Gazette des Communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Dans cette mini-série de 5 épisodes, nous vous proposons une immersion dans le monde périurbain, loin des a priori, mais aussi de toute idéalisation. Découvrons ensemble un périurbain éclairé par les interviews d'experts, de chercheurs et d'élus locaux. Découvrons ensemble un périurbain sans filtre, finalement tel que le vivent aujourd'hui les habitants de ces territoires. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, le site de la Gazette des Communes ou celui de la Fabrique de la Cité, le think tank dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute. On dit du périurbain qu'il représente l'espace de l'entre-deux, la frontière entre la ville et la campagne. D'autres ont parlé de tiers-espace, de campagne urbaine, mais aussi d'espaces relégués, délaissés, tristes, moches. Comment le périurbain où vivent près de 30% des Français aujourd'hui peut-il renvoyer à autant d'expressions, de représentations et d'imaginaire ? Nous sommes Laura Fernandez-Rodriguez et Delphine Gerbeau, journalistes à la Gazette des Communes, et pour ce premier épisode, nous explorons les origines du périurbain. Comment se sont constituées les zones pavillonnaires et pourquoi ? Qui étaient les pionniers, les aventuriers du quotidien, ces premiers habitants à avoir sauté le pas ? Quel a été le rôle des élus locaux ? Opportunistes ? Pragmatiques ? Ou bâtisseurs ? Le développement de ces espaces a-t-il été pensé dans sa globalité ? Réponse avec notre invitée, Claire Arago. Claire Arago, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez nous guider dans ce voyage dans le temps qui nous fera remonter jusqu'aux années 60. Vous êtes maître de conférences en géographie à l'Université de Nanterre, vous êtes spécialiste du périurbain et vous venez de contribuer au livre « Les mutations du périurbain » dirigé par Didier Despont et Claire Fonticelli aux éditions Le Manuscrit Savoir. Dans quelques instants, vous allez revenir sur la notion même de périurbain, mais tout de suite, nous vous proposons 3 archives des années 60 pour plonger dans le cœur du sujet. À quelques kilomètres de Chantilly, un cadre moyen a installé sa famille. L'endroit est agréable, l'homme a réalisé son rêve. Nous allons faire la connaissance de ce nouveau propriétaire. Je suis tombé dans cette région-là, étant donné que j'ai été guidé par les massifs forestiers. Vous cherchez la forêt. À tout prix. Et puis la quasi-certitude que je ne verrai pas un nouveau sarcelle à côté, puisque ce sont des forêts domaniales. C'est cela. Les enfants se portent mieux, forcément. Même nous sommes beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendus, bien plus heureux aussi. Oui, le soir, on se retrouve plus relax. Ah oui. Alors, ces avantages, quels sont-ils ? Des avantages, il y a en particulier le jardin. Quand il fait beau, nous pouvons mettre des chaises longues et nous pouvons déjeuner dans le jardin. Oui. Je pense laisser mon pavillon à mon fils d'ici quelque temps. D'ailleurs, je dois ajouter qu'à partir d'un certain âge, le repos est plus facilement accessible dans un petit appartement que dans un pavillon, croyez-moi. Claire Arago a une première réaction à chaud sur ces ambiances sonores. Oui, alors j'aimerais savoir de quand date cet enregistrement, par curiosité. On a 2 extraits d'archives qui datent de 1966 et 69, si je ne me trompe pas. On est vraiment à la fin des années 60. Ouais, très bien. Donc le Village Expo et puis le concours des Chalandonnettes, on est vraiment dans le démarrage de cette périurbanisation, on va dire un peu de masse, qui a marqué les années 70. Un enregistrement extrêmement riche qui dit déjà beaucoup de ce périurbain, qui évoque les espaces de nature, des bruits qui sont relatifs à cette nature plutôt que ceux de l'automobile, et puis la dimension bien-être qu'on a peut-être oublié dans les premiers âges du périurbain, avec le sentiment qu'il se fabriquait, se développait à l'écart de cette nature, en lui tournant le dos. Or, cet enregistrement montre d'emblée déjà un lien extrêmement recherché à cette nature. Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi le périurbain ? Nous pouvons le définir à travers différents indicateurs. Le premier, on pourrait dire statistique, celui qui nous permet d'avoir des chiffres, des données, se base sur ce qu'on a appelé à un moment les aires urbaines et aujourd'hui, depuis le zonage de l'INSEE 2020, les aires d'attraction des villes, à partir des navettes domicile-travail, donc de la part des actifs allant travailler dans le pôle urbain central qui est pourvoyeur d'emploi. Donc une définition
économiques en quelque sorte, basées sur ces navettes, mais qui ne sont pas suffisantes, puisque le périurbain renvoie particulièrement à des morphologies qui font alterner la ville et des paysages de campagne avec ce que l'on appelle des espaces ouverts, non bitumés, non artificialisés, qui sont composés à la fois de champs, de bois, voilà, donc des morphologies qui sont formées d'un entrelac, on pourrait dire ville-campagne. On l'a entendu avec ces archives, les zones périurbaines, elles ont commencé à sortir de terre dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que on est dans une période qui est celle encore de l'après-guerre, de la question du logement, de l'urgence à pouvoir loger des populations, et les réponses politiques ont été diverses. Il y a eu celle des grands ensembles, et puis il y a eu celle aussi de reloger des populations qui habitaient les centres urbains et des logements, on va dire, assez insalubres. Donc tout un ensemble de politiques ont été mises en œuvre pour pouvoir trouver des solutions et qui ne sont pas uniquement positionnées du côté des grands ensembles, avec la possibilité, en tous les cas, d'attirer des populations à la campagne, dans des espaces plus éloignés des centres-villes, avec des aides à l'accès à un terrain et des aides à l'accès à la propriété, à la maison individuelle, par des politiques de crédit, par tout un ensemble d'aides incitatives. Et puis, ça a été évidemment corrélé avec le développement de l'automobile. Alors, qui étaient les premiers habitants du périurbain, ceux qu'on a parfois appelés les pionniers, les aventuriers du quotidien? Ils sont extrêmement divers, c'est-à-dire qu'on a eu des populations qui habitaient, je dirais, les quartiers péricentraux, des communes immédiatement adjacentes à celles de Paris ou des villes-centres, pour parler d'autres métropoles françaises, et qui ont quitté du petit collectif assez exigu pour pouvoir accéder à un espace plus généreux que pouvait offrir la maison individuelle. Mais ce sont aussi des habitants d'autres régions qui sont venus, si on prend l'exemple de l'Île-de-France, travailler à Paris, et sans accéder directement, sans passer directement par le centre, se sont arrêtés dans ces grandes couronnes pour précisément accéder à un logement, accéder à la propriété, souvent avec déjà des enfants en bas âge, et c'était voilà une offre en matière de logement qui convenait à ce type de ménage. Et alors, quand on se balade dans ces communes périurbaines, on a un peu l'impression de zones posées les unes à côté des autres sans véritable logique. Est-ce que le développement du périurbain, il a été pensé par les élus locaux, par l'État? Est-ce qu'il s'est fait par pure opportunité? Alors ça, c'est une vraie question, et c'est le sentiment que l'on a tous, chercheurs, acteurs, travaillant sur ces espaces. On a le sentiment qu'il a été un peu un impensé, un oublié des grandes politiques d'aménagement. Et précisément aujourd'hui, il y a comme une alerte autour du périurbain. Enfin, elle n'est pas récente. On voit la dernière intervention de la ministre sur les questions de logement et de l'habitat a un peu ressoulevé la polémique autour du périurbain, mais et de la maison individuelle. Et de la maison individuelle, exactement. En quelque sorte, les premières années du périurbain, on pourrait dire qu'il a été en effet le fruit d'un opportunisme en matière d'aménagement, un opportunisme foncier aussi, par des propriétaires qui avaient tout intérêt à œuvrer pour que leur parcelle devienne constructible, et aussi une période durant laquelle les élus et les finances locales fonctionnaient énormément avec la taxe professionnelle, la taxe d'habitation. Donc il fallait faire venir du monde, des entreprises, des habitants, pour pouvoir avoir des services dans ces communes. Donc tout un ensemble là encore de facteurs qui ont fait que il y a eu ce sentiment et cette réalité d'opérations disparates, discontinues, sans penser véritablement à projet de territoire, sans penser non plus des formes qui pourraient être intéressantes à retravailler autour de la morphologie de la maison individuelle, et une alerte qui a été lancée auprès des architectes, auprès de la maîtrise d'œuvre, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage, pour intervenir de manière plus engagée dans ces espaces, alors que les centres, les quartiers péricentraux ont été très aménagés avec des opérations de renouvellement urbain, des opérations
opérations en rue, dont on a beaucoup parlé. Et j'oserais dire, le périurbain, la grande couronne, a été largement oublié pendant de nombreuses années. Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire que ça a été encouragé par le crédit en faveur de ces ménages-là, par l'État et par plusieurs politiques publiques dans les années 60, et de se dire que finalement, il n'avait pas, que c'est un impensé, que ça n'a pas été en amont? On n'a pas pensé que ça allait prendre cette forme-là et cette transformation-là dans les territoires. Oui, c'est tout à fait juste. Il y avait aussi une dimension à l'époque qui a changé aujourd'hui, c'est que le foncier n'était pas véritablement considéré comme une ressource, chose qu'il est devenu depuis, on va dire, le tournant des années 2000, une injonction à la durabilité. On prend conscience de la nécessité un peu de réfléchir en termes de sobriété foncière, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, et puis de se dire que ce foncier, il est associé à un sol, et ce sol, il a lui-même ses richesses, et qu'il faudrait peut-être réfléchir à la manière dont on va occuper ces sols en fonction de leurs caractéristiques, et qu'il y a à penser des équilibres, justement, entre ce qui va être à bâtir et ce qui va être destiné à l'agriculture et à l'alimentaire. Donc cette vision, on l'avait pas dans ces années-là, et le périurbain offrait un petit peu une réserve sans fond foncière, et on ne voyait pas l'urgence. Les terres agricoles. On a beaucoup utilisé Exactement. Et ça s'est fait largement sur des terres agricoles, et parmi les plus riches de France, on le sait tous, avec en effet des caractéristiques agronomiques tout à fait précieuses. Et aujourd'hui, on revient là-dessus. Alors, on a parlé de ces pionniers, de ces aventuriers du quotidien dans les années 60. Si on se téléporte 40 ans plus tard, plutôt dans les années 90-2000, le périurbain, il a changé. Ses habitants, cette première vague d'habitants, ils ont vieilli. Quelle forme prend alors le périurbain ? Alors ça aussi, c'est un tournant extrêmement important, parce que longtemps, on a considéré que le périurbain était un espace de passage pendant la vie active, et puis qu'il serait quitté par ses occupants au moment de l'entrée dans la retraite. Certains, les uns et les autres, trouvant leur région d'origine. Or, c'est ce que montre l'archive sonore quand cette dame qui dit qu'elle va repartir dans un petit logement collectif. Voilà, exactement. Et qu'elle compte après laisser son pavillon à son fils. Alors ça, c'est aussi une question. Ce qui aurait été intéressant de voir, c'est si vraiment elle avait réalisé ce vœu. C'est pas forcément certain, parce qu'en réalité, ces espaces ont vieilli avec leurs occupants, et puis ces occupants ont fait ancrage, ont développé des sociabilités, des responsabilités dans leur territoire, occupant des positions politiques. Faisant fonctionner des commerces, des services, des associations, et retourner dans leur région d'origine en ayant perdu des liens. C'était peut-être pas finalement ce qu'ils désiraient. Leurs enfants sont restés également souvent dans ces régions métropolitaines. C'est un moyen de rester proche d'eux. Et le vieillissement de ce périurbain a changé aussi la manière dont on pouvait le considérer, en se disant que on devait précisément l'envisager comme un espace de pérennité, qui était marqué par le modèle biactif avec enfants. Voilà. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut repenser l'offre de services dans ces territoires, et qu'il faut aussi penser à loger des gens qui vont travailler pour ces offres de services. Ça peut aussi amener des transformations à ce niveau-là. Vous avez tout à fait raison, et puis cela nous conduit vers une autre dimension, c'est-à-dire la transformation du parc de logement dans ce périurbain, avec la nécessité d'offrir d'autres typologies de logements. Alors peut-être pour une partie de ces populations vieillissantes, quoique beaucoup d'entre elles souhaitent rester dans le pavillon, qui représente beaucoup, on pourra y revenir, mais pour ces jeunes aussi, de ces enfants des premiers et des pionniers, des aventuriers qui vont peut-être rechercher à se loger dans ce secteur avec un petit collectif, le pavillon ne peut pas répondre à toutes les bourses. Ce qu'on évoque aussi beaucoup, c'est l'évolution du modèle familial. Il y a aussi des séparations dans le périurbain, et chacun ne peut pas revivre dans son pavillon, et donc il faut pouvoir répondre à ces évolutions de société, et c'est ce qui est en train de se produire. Enfin, c'est ce qui se produit déjà depuis, on va dire, la SRU et l'injonction à faire du logement social dans le périurbain. Et avec tous ces parcours de vie de la part de ces habitants-là et les élus locaux qui peuvent capitaliser sur ce qu'ils voient s'opérer sous leurs yeux et ce qu'ils construisent comme politique publique, est-ce qu'il y a déjà, à la fin des années 2000, une forme de maturité du périurbain ?
Oui, c'est le thème que nous avons employé dans nos recherches avec plusieurs collègues qui travaillent sur ces dimensions, notamment avec Lionel Rouget, Martine Berger, Séverine Bonin-Oliveira, même Laurent Cailly. Et nous avons en effet étudié des territoires pour lesquels certaines visions, certains projets de territoire ont été élaborés, opérant des transversalités entre les différents secteurs d'intervention, entre le logement, la question du commerce, la question des mobilités, pour croiser toutes ces dimensions et faire territoire de vie au sens d'un quotidien. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est pas en train de construire une légende totalement rose de ce périurbain, parce qu'on le sait bien, il y a aussi des contraintes qui sont les plus importantes. Les navettes domicile-travail, avec quand même des distances parcourues pour accéder à l'emploi qui restent tout à fait importantes. Mais on a observé des distances du quotidien, du hors-travail, qui au contraire vont se resserrer dans un périmètre qui va permettre de construire précisément tous ces territoires de proximité avec des services qui reviennent sous d'autres formes, des commerces avec d'autres types de commerces, des services et des équipements qui vont réapparaître dans des bâtiments qui vont diversifier les usages, et une dimension également culturelle, puisqu'on avait parlé pendant longtemps de désert culturel pour évoquer ces espaces qui investissent aussi différents bâtiments propres au périurbain, des ruines, des bâtiments religieux, des bâtiments qui vont accueillir des associations de musique, d'art, plastique en journée, et puis le cinéma à d'autres moments du week-end ou de la fin de journée. Donc la polyvalence dans l'utilisation des équipements, de la mutualisation, des tiers-lieux. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui se travaille énormément et dont ont conscience beaucoup les élus. Et pour ces élus locaux, un épisode marquant de l'histoire du périurbain, ça a aussi été la crise des Gilets jaunes. Ces élus locaux qu'on dit à portée d'engueulade de leurs administrés, de leurs habitants. En quoi cette crise des Gilets jaunes a été un tournant ? Je pense qu'elle a alerté sur deux choses. Elle a alerté sur une réalité qui est celle pour certaines communes du périurbain d'être éloignées de certains services et de certains équipements. J'ai montré jusque-là des éléments de ressources du périurbain. Il y a encore à faire. Il y a des déserts médicaux, mais j'oserais dire comme dans d'autres quartiers péricentraux de la ville. Il y a des difficultés pour certains navetteurs à arriver avant la fermeture de la crèche voilà. Et la crise des Gilets jaunes a pointé aussi la nécessité de vraiment penser l'aménagement du territoire en termes d'équité territoriale et de justice spatiale. Donc de penser un maillage, même si le discours politique a été quand même longtemps de dire que pour rentabiliser des équipements, il fallait les concentrer en un point. Je me souviens d'une élue d'une commune rurale du périurbain de l'Ouest francilien dire le rural, c'est ne pas tout concentrer en un point, c'est avoir accès à des services disséminés. Et je pense que la notion de services disséminés, c'est quelque chose qui est difficilement audible parce que, en effet, en matière de rentabilité de certains réseaux, de certains investissements, il faut pouvoir rassembler, desservir un maximum de personnes en un point. Et la crise des Gilets jaunes, elle a voulu rappeler ça. Elle a voulu aussi pointer l'idée de villes diffuses, de villes qui devaient pouvoir permettre à certains habitants à accéder à un ensemble de services. Et puis, il y a eu bien sûr le point d'appel qui a été la question de l'automobile. Et on sait bien que en matière de mobilité, il y a un cadencement aujourd'hui sur les voies ferroviaires qui arrive à certaines saturations. On en arrive à aujourd'hui, après 2 confinements. La crise sanitaire, c'est un nouveau tournant pour le périurbain. Le périurbain s'est montré comme une poche ressource en cette période extrêmement tendue, avec une dissémination, là encore, de moyennes surfaces, de petits supermarchés, parce que on a passé aussi dans le périurbain la période des grands hyper, des très 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 grandes surfaces, et tout ce maillage de moyennes surfaces, de petites surfaces, a permis d'alimenter un périurbain dans cette période de pandémie, où il fallait attendre avec des jauges pour accéder à ces espaces d'approvisionnement alimentaire.
Puis le périurbain a montré aussi son contact, ses liens extrêmement forts avec les espaces agricoles. Ces espaces agricoles qui ne servaient plus uniquement de décor, mais qui sont devenus des lieux d'approvisionnement alimentaire et qui ont intégré le cocktail d'approvisionnement pour ces périurbains. Et il y a aussi le télétravail qui a accéléré la transformation numérique dans plein d'entreprises et d'organisations et qui permettrait de s'affranchir de ces navettes domicile-travail et qui du coup pourrait encore à nouveau tenter toute une génération de personnes qui souhaiteraient s'établir dans le périurbain et y télétravailler. C'est vrai. Alors les négociations sont pas si aisées dans toutes les entreprises sur le fait de pouvoir obtenir ces 2 journées de télétravail. Il n'empêche que pour ce périurbain, c'est aussi une possibilité parce que avoir un espace de travail isolé dans un logement et pouvoir bénéficier de conditions dans le cadre de ces possibilités de télétravail, ce n'est véritablement possible en réalité que dans un logement spacieux et c'est ce que peut proposer le périurbain. Merci beaucoup Claire Arago. Maintenant, si vous le voulez bien, ça va être le mot de la fin. Juste avant de conclure, on voulait vous proposer un petit jeu auquel vont se prêter tous nos invités. Est-ce que vous pouvez répondre en un seul mot aux 3 questions suivantes ? Alors, un mot que vous associez au périurbain. Pour moi, le mot que j'associerais, c'est le mot espace. Vraiment. Et là, j'en ai vraiment qu'un à vous donner. Contrainte respectée. Alors, pour la 2e question, dans quelle commune périurbaine vous verriez vivre ? Alors là, plus difficile à répondre en un mot. Tellement dans toutes les aires urbaines. Celle qui m'offrirait la possibilité d'avoir un logement avec un espace de travail. Véritablement. Justement, dont on parlait avec le télétravail. Exactement. Et dans 10 ans, le périurbain, alors soyons optimistes, je dirais que ça pourrait être l'agri-urbain, en quelque sorte. Merci beaucoup Claire Arago de nous avoir raconté cette histoire du périurbain en remontant à ses origines. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en géographie à l'Université de Nanterre et que vous venez de contribuer au livre « Les mutations du périurbain » dirigé par Didier Despont et Claire Fonticelli aux éditions Le Manuscrit Savoir. Nous voilà maintenant parés pour nous attaquer aux idées reçues et aux a priori sur le périurbain. Ce sera l'occasion d'échanger avec le sociologue et urbaniste Éric Charme, notre prochain invité sur Aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire part de vos commentaires. À très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.